La parité homme-femme avec Clarisse Yapelego et un invité très spécial. Bienvenue dans notre émission Parité Homme-Femme avec Clarisse Yapelego, tout droit de Afrique 1, une nouvelle chaîne de télévision franco-panafricaine. Alors, notre invité du jour nous vient de Paris. Nous allons lui laisser la place pour vous dire bonjour et décliner son identité. Mais bien avant tout cela, je tiens à remercier tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans notre émission Parité Homme-Femme de par le monde, les femmes de la République centrafricaine, les femmes de toute l'Afrique et de l'Europe. Nous leur disons merci. Et nous n'oublions pas les femmes et le peuple de Congo démocratique qui vient d'être frappé durement. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité. Alors, présentez-vous, monsieur. Bonjour, merci Clarisse pour l'invitation. Moi, je suis Sébastien Périmoni, donc je suis l'auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur » et je suis également responsable Afrique d'un parti politique français qui s'appelle Solidarité et Progrès, qui a été fondé par Jacques Cheminade, qui s'est présenté plusieurs fois aux élections présidentielles. Et nous avons toujours combattu en France justement pour l'égalité homme-femme qui est respectée sur ce plateau aujourd'hui. Oui, donc ça c'est bien, en espérant qu'un jour elle soit respectée dans le monde. On espère. Voilà, sachant que la France a été un des pays où le droit de vote des femmes a été un des plus tardifs dans le monde. Dans le monde, oui. Et qu'aujourd'hui on n'est pas encore aujourd'hui à l'égalité salariale, par exemple, entre les hommes et les femmes en France, qui paraît totalement anachronique. Et donc voilà, nous menons des combats évidemment pour libérer la France justement de sa politique néocoloniale, impériale, france-africaine, selon comment on veut le voir. Et donc nous nous basons, et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, Voir l'Afrique avec les yeux du futur, qui a pour but de montrer à quoi ressemblerait l'Afrique quand elle serait totalement libérée de cet héritage colonial et impérialiste, totalement développée, industrialisée, avec justement une égalité hommes-femmes, le développement économique pour tous, des industries, des infrastructures, et donner à rêver ce monde de demain qui est en train d'émerger, quelque part, avec le nouveau monde des BRICS, qui est un contrepoids, un contrepoids au système occidental. Et donc voilà, nous avons beaucoup d'initiatives à ce sujet-là. Et je travaille également pour un institut international qui s'appelle l'Institut Schiller, dont la présidente est une femme, Madame Elga Tsep-Larouche, qui se bat également au niveau international pour justement un dialogue des cultures, un dialogue des civilisations et une nouvelle politique de développement mutuel entre les nations et en particulier avec le Sud global ou la majorité globale, comme on dit aujourd'hui. Donc là, nous avons notre invité Sébastien Périmoni, qui est vraiment spécialiste d'Afrique dans son parti politique. Il s'occupe vraiment de la branche Afrique et il lutte aussi beaucoup pour l'égalité du genre. Et donc, voilà, Sébastien, si vous pouvez nous expliquer un peu, nous dire dans vos périples en Afrique, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui a attiré votre attention et que vous aimeriez partager avec nous? Alors, ce qui m'a frappé, alors ça dépend les pays, évidemment, puisque quand on va dans différents pays, les situations sont différentes. Mais ce qui m'a partout frappé, si vous voulez, c'est l'extrême pauvreté. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me frappe très très fort. Il faut savoir que, bon voilà, on le sait, on connaît les chiffres. 600 millions d'Africains n'ayant pas accès à l'électricité, à l'eau, des femmes justement qui se retrouvent à accoucher dans le noir la nuit à l'hôpital parce qu'il n'y a pas l'électricité. Donc vraiment une injustice et une misère qui est très importante, et particulièrement justement dans les pays de l'Afrique francophone, comme on dit, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises.
En particulier par rapport à des politiques qui sont maintenues, comme le franc CFA, par exemple, qui sont maintenus dans certains pays. Et tous ces pays, les pays qui sont sous la tutelle du franc CFA, par exemple, on pourrait rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais tous ces pays sont classés parmi les 30-40 pays les plus pauvres de la planète aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui frappe, la première impression qui me frappe, moi, parce que mon combat, même en France, c'est un combat de lutte contre la pauvreté, contre la misère, contre l'appauvrissement des Français. Hein. C'est pas au même niveau, mais c'est la même chose. Et ce qui est frappant là-bas, c'est ça, c'est que même des pays, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Côte d'Ivoire, au Sénégal dernièrement, et c'est vrai qu'on présente souvent ces pays-là comme des réussites, un petit peu en Afrique, de la politique. Voilà, un petit camouflage. Voilà, et un camouflage. Et c'est vrai que quand vous allez à Abidjan, bon, vous avez le quartier du Plateau et de Marcory, où là c'est très très riche. Mais le reste, 80%, c'est de l'économie informelle, c'est de la galère, c'est les voitures qui marchent pas, c'est beaucoup de problématiques pour les gens. Et au Sénégal, c'est pareil. Vous avez tout un quartier très bien avec le Pullman, le palais présidentiel qui est très très chic. Mais si vous allez, par exemple, avec le Méridien président, voilà, avec grand hôtel au bord de la mer. Voilà, si vous allez à Grand Bassam ou à... C'est très agréable. À l'intérieur, c'est autre chose. Mais si vous allez à Rufisque, par exemple, Rufisque est un port au Sénégal. Quand vous arrivez là-bas, il y a une odeur nauséabonde parce que le port n'est pas entretenu, parce qu'il y a beaucoup de déchets sur les routes. Et donc, c'est moi ce qui me frappe le plus, c'est la misère qui reste encore en Afrique, alors que toutes les solutions, quelque part, sont sur la table, en fait, pour en sortir. Et évidemment, le rôle important, puisqu'on parlait des femmes, en fait, hein, beaucoup de femmes aussi sont, comment je dirais, ne sont pas respectées à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et par exemple, au Mali, j'ai été extrêmement choqué d'entendre que des femmes qui m'ont raconté que dès l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, elles sont très vite accostées, elles sont parfois violées, elles sont parfois par quelqu'un de la famille ou les amis de la famille. C'est des pratiques qui sont encore assez répandues. Et donc, il y a vraiment une misère, si vous voulez, qui est très importante. Et la chose aussi également importante, c'est la misère intellectuelle. Des pays comme le Mali, il n'y a pas de bibliothèque. Le Niger, il n'y a pas de bibliothèque. Ou alors c'est très peu accessible. Centrafrique, il n'y a pas de bibliothèque. Voilà. Donc il y a une misère intellectuelle qui ne permet pas au peuple de pouvoir se libérer voilà, par l'esprit. Alors aujourd'hui, il y a heureusement, grâce avec les réseaux sociaux, Internet, les téléphones, on a des chaînes comme ça qui sont accessibles pour se former à ces questions-là et se battre contre les injustices. Mais c'est vrai que moi, la première chose qui me frappe quand je vais en Afrique, c'est ça, c'est cette misère injuste et héritière d'un système colonial qui perdure, alors qu'il y a un potentiel absolument gigantesque dans ces pays de se développer. Et donc, c'est là le rôle que nous, on essaie de jouer en Europe, d'ouvrir le jeu pour avoir ces politiques de développement avec l'Afrique. Voilà, donc là, Sébastien venait de pointer du doigt l'Afrique francophone qui peine à se relever économiquement et politiquement. L'Afrique francophone est toujours en arrière-plan. Il a pointé du doigt aussi l'écran qu'on fait voir au monde, comme quoi tel ou tel pays est sur la voie de développement, alors que en arrière-plan, le peuple galère, le peuple souffre, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire, et c'est une problématique globale à résoudre, Sébastien. Du coup, quand vous êtes allé en Afrique, vous avez vu tout ça, mais quel est votre déclic en vue de tout cela? Qu'est-ce qui vous vient à la tête par rapport à la solution ou
comment faire pour relever ce peuple d'Afrique qui croule sous le joug de leur leurs patrons et des intérêts internationaux, des grandes compagnies minières, des grandes compagnies pharmaceutiques, des grandes compagnies dans le domaine du bois, de la pêche. Enfin, voilà, il y a tout ce système-là de pillage, finalement, qui a été maintenu. C'est un pillage, voilà. C'est le bon mot. Et petite précision, l'Afrique est pillée. L'Afrique est pillée. Voilà. Et il faut être honnête, il n'y a pas que l'Afrique francophone. Je suis allé en Angola, je suis allé au Nigeria, je suis allé dans d'autres pays. La situation est la même. Il y a toujours une petite caste de 10 à 20% selon certains pays qui vit bien, mais qui laisse 80% de la population dans la misère. Donc aujourd'hui, il y a les solutions. Il y a des solutions historiques déjà. Oui. Par exemple, j'ai écrit un article sur le Mali. J'ai étudié quand je suis allé au Mali en 2021. Modibo Keïta, qui avait été un président dans les années 70, avait lancé une révolution monétaire, économique, etc. Et donc, il était sorti du franc CFA à l'époque. Oui. Il avait créé une banque nationale. Il disait, voilà, la souveraineté de l'État africain passera par la souveraineté monétaire. Oui. Donc, il était sorti du franc CFA. Il avait créé une banque nationale pour permettre de développer l'ensemble du pays. Donc l'agriculture, il a créé l'agriculture moderne à l'époque, enfin plus moderne, il a créé une agence de transport aérienne, une politique de crédit public pour financer les industries, il y avait les conserveries de tomates, il y avait beaucoup de choses qui ont été créées à l'époque. Là, c'est parce qu'il s'est révolté. Il s'est révolté, voilà, contre le système, et il a appliqué les méthodes je dirais, traditionnelle de tous les pays. Et ça a été une réussite. Et ça a été une réussite pendant un certain temps. Et Thomas Sankara, par la suite, a voulu faire la même chose, et d'autres, mais malheureusement, tous ces hommes d'État ont été emprisonnés, voire assassinés. Donc, par l'État français en particulier. Donc, si vous voulez, moi, le déclic, et pour moi, et ça me rend un peu triste, parce que quand on regarde aujourd'hui l'Afrique, on dit souvent, oui, mais alors l'Afrique se libère de l'Occident, et elle se fait aider par la Russie et la Chine. Bon. Ou la Turquie, par exemple. On voit les échanges commerciaux avec la Turquie qui sont passés de 5 milliards à 40 milliards en quelques années. Le Japon fait des sommets Japon-Afrique. Enfin, tout le monde fait et ça. Et pour moi, la révolution, et je pense que dans ce sens-là, je m'inscris dans la tradition de Joseph Pouémy, qui était un économiste camerounais, qui disait que la révolution africaine se fera par justement la souveraineté monétaire, qui permettra aux Africains, par les Africains et pour les Africains, de se développer par eux-mêmes en investissant justement via une banque nationale dans leurs outils de production, dans leurs infrastructures. Vous allez au Niger, par exemple, au Mali, il n'y a pas 1 kilomètre de chemin de fer encore aujourd'hui. Donc, si l'État ne prend pas le contrôle de la monnaie et investit dans ces choses-là à long terme, l'Afrique sera toujours dépendante de l'extérieur. Mais Sébastien, vous pensez que cette prison dorée où se trouve l'Afrique en ce moment, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'Occident, au système que l'Occident a mis en place en Afrique pour que l'Afrique stagne en leur profit, ou alors c'est autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est évidemment l'Occident, si vous voulez. Et c'est en ça que le livre de Pouémy, Monnaie, Servitude et Liberté, est très intéressant. Puis il raconte comment le fonds de misère instantané, comme il appelle le Fonds monétaire international, a mis en place des politiques en Afrique qui n'a fait qu'augmenter l'endettement au fur des années. Et ne pas sans proposer de politique de développement. Donc il y a une politique d'esclavage monétaire qui a maintenu ces pays justement dans le sous-développement. Et donc ce système-là, aujourd'hui, on est en train, petit à petit, d'en voir la fin. C'est-à-dire qu'on va peut-être vivre l'épilogue de ce système impérialiste avec, on le voit déjà, le Mali, enfin la Centrafrique. Après, il y a des pour et des contre, mais la Centrafrique en 2015, le Mali ensuite en 2022, le Burkina, le Niger. Tous ces pays sont en train de se libérer petit à petit de ces systèmes-là. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font concrètement pour leur population? Ça, c'est un autre débat. Mais ils sont en train de petit à petit de se libérer pour retrouver leur souveraineté et développer des choses dans leur pays. Donc, on est en train de vivre la fin de ce système. Mais en effet, c'est un système oligarchique
de pillage systématique des ressources par des entités financières et industrielles, qui a été imposée depuis finalement l'après-Seconde Guerre mondiale, en fait. Hein. Et on pourrait citer des exemples de l'empereur Bokassa, qui a vendu la moitié de son pays aux intérêts français, tous les Houphouët-Boigny et autres qui... Mais sur ce point, très exactement, qu'est-ce qu'il a vendu, l'empereur Bokassa? La moitié de son pays, par exemple. Les ressources minières, les ressources... voilà. Mais sur ce point, est-ce qu'il n'y avait pas une convention, dite convention de 1960, qui disait que le sous-sol appartenait à la France. Donc, du coup, l'empereur Bokassa n'était pas... De ce point de vue-là, on ne l'a pas pillé puisque c'était chez nous. Oui, c'était chez vous. Alors, on peut le voir comme ça, en effet, c'est vrai. C'était propriété de la France. Du coup, la France faisait ce qu'il veut, parce que c'est à lui. Mais aujourd'hui, l'Afrique est encore dirigée par Orange, Canal+, Bolloré, enfin anciennement Bolloré, Bouygues. Quand vous allez en France, c'est ça, en Afrique, pardon, c'est ça qui frappe aussi. Oui. Vous avez Auchan, vous avez Canal+, vous avez Orange, vous avez Bouygues, vous avez Vinci, vous avez l'impression d'être en France quelque part. Donc c'est un peu un problème. Surtout en Côte d'Ivoire, quand on arrive, on se croit en France. Voilà, c'est vrai, donc c'est un peu un problème. Le maître est là, Orange, qui a un grand centre. En fait, Orange en Côte d'Ivoire, c'est une grande entreprise sûr, et dans certains pays d'Afrique. Après, le problème, c'est pas forcément la présence d'industries étrangères dans un autre pays. Par exemple, si on prend, toutes les entreprises françaises sont également en Chine, par exemple, et depuis les années 70. Sauf que la Chine, elle a dit, OK, nous, on veut bien que vos entreprises viennent chez nous, mais en échange, on va prendre de la technologie, on va prendre du savoir-faire, de la formation, etc. Mais ce problème-là que tu soulèves aujourd'hui, est-ce que c'est pas un problème de négociation? Moi, je pense que c'est un problème de négociation parce que quand quelqu'un vient, bon, pour l'Occident, c'est autre chose. C'était les pays d'Afrique étaient une ancienne colonie. Et du coup, il y avait des traités, il y avait des conventions qui étaient déjà faites au préalable. Mais l'Afrique, actuellement, quand la Chine vient, est-ce que ce n'est pas un problème de négociation? Quand on voit la présence de la Chine en Centrafrique, de la Chine au Congo démocratique, Congo-Brazzaville, Cameroun et beaucoup d'autres pays d'Afrique. La Chine est présente, mais ces pays-là vivent encore plus dans la pauvreté. Est-ce que ce n'est pas un problème de négociation de contrat? Moi, j'ai la matière première. Tu viens, on négocie d'égal à égal, un partenariat gagnant-gagnant. Mais si je ne connais pas toutes mes potentialités, si je n'ai pas connaissance de ce que moi j'ai et que toi, tu ne viendrais pas chez moi comme ça. Tu es venu parce qu'il y a quelque chose qui t'attire. J'aurais pu jouer là-dessus. Mais les responsables africains aussi, ils ne jouent pas sur leur potentiel. Non, il y a une part de problème qui vient de l'Afrique, bien sûr. Oui. Si les dirigeants n'acceptaient pas d'être corrompus, par le premier venu, que ce soit la Chine, la Russie ou la France, je pense que les populations s'en sortiraient mieux. Il y a des bons exemples, mais c'est vrai qu'en effet, il y a dans les pays où la corruption est endémique, on a tendance à laisser venir tout le monde en échange de pots de vin, de valises, c'est encore très fréquent. Après, il y a des dirigeants, par exemple, si on prend le cas de l'Éthiopie, qui est très intéressant, parce que l'Éthiopie dit « Ok, d'accord pour un partenariat avec la Chine, mais nous, on veut un train à grande vitesse. » Voilà, donc on veut un train entre Djibouti et Addis Abeba. Ça a augmenté le PIB de 2 points, ça a créé 40 000 emplois, ça a formé des gens, ça permet de développer des petites industries parce qu'il y a des villes nouvelles, etc. Donc si on a quelqu'un qui veut vraiment de l'intérêt de son peuple, c'est tout à fait jouable aujourd'hui. Et la Chine est prête à ça. Donc la question, c'est qu'en effet, il y a une part de responsabilité
si vous voulez, des dirigeants, Des parce qu'il y a une habitude à la corruption. Voilà, il y a une habitude. Mais après, il faut être Boigny avait raison. On me dit toujours que je suis corrompu, mais aller attaquer les corrupteurs. Bah, voilà. Donc c'est eux qu'il faut arrêter. C'est ça le plus gros problème. C'est le plus gros problème. Et donc, si on arrêtait justement d'avoir ces politiques de corruption, des partenariats d'égal à égal, on pourrait. Mais après, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique, oui. C'est intéressant parce que quand la Chine a commencé à venir en Afrique à partir des années 2000, c'était beaucoup par le partenariat privé. Et le partenariat privé faisait à peu près la même chose que les Occidentaux. C'est-à-dire, en gros, on négociait des contrats à la va-vite, une mine là, on te fait ça, on te donne ça. Et à un moment donné, le gouvernement chinois a vu que c'était ça donnait une très mauvaise image de la Chine et a commencé à reprendre le contrôle et à virer justement beaucoup de gens qui étaient corrompus pour avoir des partenariats d'État à État dans les sommets, les fameux sommets Chine-Afrique. Et vraiment de recadrer ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi de corruption à ce niveau-là. Parce que le problème, c'est vraiment la négociation par ces pays-là. Si je prenons par exemple l'exemple de la République centrafricaine, qui est très très riche de par son sous-sol, qui n'est même pas exploité. On est encore au niveau d'exploitation artisanale et ce même pays est en pourparlers avec l'Europe, avec la Russie, avec la Chine. Mais tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font là-bas pour qu'il n'y ait pas d'eau potable, pour qu'il n'y ait pas non plus d'électricité pour le peuple? Ça veut dire qu'ils ont mal, les dirigeants ont mal négocié, ils ont vu que leur petit porte-monnaie, et ils ont lâché le peuple parce qu'ils ont quand même quelque chose entre les mains pour négocier. Ils ont même beaucoup. Oui. Ils ont même beaucoup pour négocier. Voilà, on dit que, bon, on chasse la France. OK. Ils ont chassé la France aujourd'hui. Certains pays ont chassé la France. D'accord. Mais est-ce qu'ils étaient prêts pour cet acte-là? S'ils étaient prêts, pourquoi prendre encore un autre maître? Oui, c'est ça que je la question de l'héritage des vrais souverainistes africains comme Nkrumah, Modibo Keïta et Sankara doit être réétudié aujourd'hui par les dirigeants africains. Parce que c'est pas remplacer justement un colon par un autre colon. Ça servira à rien. Donc ce qui va déterminer le succès des révolutions, si on peut les appeler comme ça, qui ont libéré les pays d'une forme de néocolonialisme occidental, hein, Centrafrique, maintenant le Tchad, maintenant le Sénégal, le Mali, le Niger et les Burkina, ça va être dans leur politique de développement de l'économie réelle dans leur pays. C'est à ça qu'on va les juger. Voilà. Et si ils laissent revenir le ver dans le fruit, si on peut dire, de la corruption, on entend déjà d'ailleurs au Mali des scandales de proches du gouvernement qui font du trafic d'or, du blanchiment. On réentend déjà des choses comme ça. Et s'ils laissent à nouveau se réinstaurer cette corruption dans les pays et ne font pas ce qu'ont fait des grands dirigeants du passé, c'est-à-dire vraiment développer l'agriculture, l'industrie et les transports, l'énergie bien sûr, ces révolutions, si on veut les appeler comme ça, de s'être libérés du néocolonialisme occidental, et d'aller se jeter dans les bras d'un autre pour des avantages, je dirais, immédiats ou personnels, ces révolutions, malheureusement, échoueront. Mais elles échoueront pour les gens qui les ont faites, pas pour le peuple. Parce que le peuple, je pense que c'est très intéressant dans ce qui se passe dans la jeunesse africaine, c'est que quand vous avez renversé un régime tyrannique, ça a été le cas, Blaise Compaoré, c'était pendant 30 ans, on l'a vu aussi avec Ibeka, Bazoum et tous ces gens-là, tous ces gens, cette population qui s'est libérée de ces tyrans, on va dire, ou de ces marionnettes, aujourd'hui ont appris quelque chose. Et si les nouveaux dirigeants issus de la Révolution commencent à faire la même chose, il y aura à nouveau le peuple qui va se réveiller. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans toutes les émissions qu'on voit maintenant dans les chaînes panafricaines et tous les panafricanistes, c'est qu'il y a vraiment un focus sur l'éducation de la jeunesse et de dire, voilà, on n'est pas là
pour remplacer un maître par un autre, on est là pour développer notre pays. Voilà. Et ça, je crois que c'est resté très très fort quand vous allez au Mali, même les gens qui ont fait la campagne pour Ousmane Sonko, etc. Quand le nouveau président du Sénégal, après avoir été élu, est arrivé en France et a été faire des poignées de main à Macron, alors qu'il avait été soutenu. Vraiment. Donc, si vous voulez, la population a dit non, tu peux pas nous faire ça. Pas, voilà. Donc, il y a eu une résistance à ça. Il avait promis des choses, la sortie du CFA, à la fin des bases militaires, parce qu'il y a ce que vous disiez sur les accords, il y a 2 accords fondamentaux qui ont scellé le système néocolonialiste, c'est les accords de coopération militaire et les accords de coopération économique, monétaire. Oui, voilà, le franc CFA d'un côté, verrouillé le pays avant le fait que le pays n'ait pas d'armée nationale pour se défendre, ce qui le laisse ouvert à tous les coups d'État, en fait, parce que c'est ça. C'est ça l'idée qui est derrière. Donc aujourd'hui, on a vu même que le président sénégalais a dû dire, voilà, on va retirer les troupes françaises de mon pays parce que j'ai été élu sur ce programme. Et s'il avait dit on le fait pas, je pense qu'il y aurait peut-être encore eu beaucoup de gens dans la rue alors qu'il a été élu sur ça. Donc c'est très intéressant dans ce processus. La troupe française pour remplacer avec qui? Le nouveau maître? Non, l'idée n'est pas là. L'idée c'est parce que les accords de coopération militaire empêchaient qu'il y ait des armées nationales. D'ailleurs, Modibo Keïta, que je cite souvent, avait créé une armée nationale. Donc, c'est pour créer des vraies armées nationales de protection du pays. C'est ça qui va être important. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'objectif, il est là. C'est de dire, il n'y a aucun pays dont la monnaie est contrôlée par un autre pays géré à 400 km ou 800 km, ou son armée qui n'existe pas. Ça n'existe nulle part dans le monde. Hein. Non. Donc voilà, donc ces révolutions, ce qui est très intéressant, et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que ça a formé une jeunesse à ne plus se laisser faire par rapport à des dirigeants qui avaient promis la lune et qui leur ont offert des cailloux. Oui. Donc voilà, donc c'est ça qui est aussi intéressant dans le processus. C'est pas simplement le fait qu'il y a eu des révolutions, mais c'est qu'il y a eu une éducation populaire pour lutter contre un système d'esclavagistes et qui fait que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus accepter d'être dirigés de l'extérieur. Et en ça, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est pour ça que moi, je conseille aux gens de lire. Ces pays qui se sont séparés des colons, des anciens maîtres, ils se sont séparés, mais ils avaient quand même une carte en main pour présenter à leur nouveau maître, dire que, voilà... je reviens toujours au cadre de la République centrafricaine. Vraiment, un pays qui mesure 623 000 km², 2 fois la France, 2 fois la Belgique, et qui n'a que 5 millions d'habitants. Oui, 5 millions d'habitants, tout le peuple pouvait marcher sur de l'or, avec un sous-sol blindé. Vous voyez, ces pays-là, ces dirigeants peuvent quand même proposer aux pays qui viennent marchander auprès d'eux. Bon, moi j'ai l'uranium, vous avez la technologie, alors donnez-nous une centrale nucléaire pour qu'on puisse avoir l'électricité. Bien sûr. Puisque tout est là, la matière première est là. Ils peuvent. Mais oui, bien sûr, ils peuvent. Ils ne le font pas. Pourquoi? D'après toi, pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils ne demandent pas si... Tous les dirigeants qui ont fait ça depuis 70 ans ont été écartés, malheureusement. Et les intérêts occidentaux et autres intérêts, d'ailleurs, vont essayer de... On est dans la géopolitique, c'est-à-dire que chacun va essayer de mettre ses pions des gouvernements favorables à ses intérêts. Donc, évidemment, un coup, ça va être la France, après, ça va être la Russie, après, ça va être la Chine. Et c'est un petit problème de la géopolitique. Et c'est pour ça que se prend pour maître du monde ne veulent pas que l'Afrique ait... mais c'est aux dirigeants africains, si je voulais de l'énergie. Voilà. Parce que si l'Afrique utilise son énergie, les autres grands pays vont être en difficulté. Alors ça, c'est une idée qui est propagée, mais qui est fausse, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui... L'Afrique pourrait très bien développer des mini-centrales nucléaires, avoir suffisamment, il y a plein d'uranium en Namibie, en Niger et dans plein de pays. Mais il y a ces cartels, regardez le cas de la RDC.
la RDC. Oui, j'allais en venir pour qu'on... Vous avez toutes les matières premières de la planète, donc vous avez tous les lobbies des mines, de l'armement. Il faut savoir, là, il y a un très bon article dans Libération la semaine dernière. Je vous explique que vous avez des agences de mercenaires françaises qui sont au Congo. Donc Olivier Bazin, par exemple, hein, de la société, comment, je ne sais plus le nom, Agemira, oui. Et un autre franco-roumain, hein, avec l'ancien beau-frère de Joseph Kabila qui a créé une société de mercenariat. Oui. Donc tous ces gens-là aujourd'hui utilisent la situation à l'est de la RDC pour vendre des armes, voilà, vendre des armes, faire du trafic illégal dans les mines, etc., etc. Donc il y a le chaos profite, si vous voulez, à qui vraiment au complexe militaro-industriel et aux financiers. Aux États-Unis, vous savez que les États-Unis sont dirigés par un complexe militaro-financier. Donc, qui profite, la première industrie américaine, c'est l'armement, en fait. Donc, il leur faut des guerres tout le temps. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a eu la guerre en Irak, en Syrie, en Libye, partout. On vend des armes pour favoriser ce développement. Donc, c'est ça, un empire. Un empire a besoin du chaos. Et pendant ce temps-là, on peut piller les matières premières et faire un maximum d'argent. Donc, c'est ce lobby militaire. Et c'est intéressant avec Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump. Mais Trump s'attaque un petit peu à ce complexe militaro-industriel et en révélant, et c'est intéressant par rapport à l'Afrique, parce que en publiant qui a assassiné Kennedy, parce qu'on sait qu'il y a une partie de la CIA, Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA à l'époque, qui a joué un rôle dans l'assassinat de Kennedy. Et Kennedy, le premier président qu'il a invité à la Maison-Blanche, c'était un président africain, Kwame Nkrumah. Ils étaient amis. Et il y a une célèbre photo où on voit Kennedy la veille de son investiture, c'est-à-dire le 17 janvier 1961. Donc Kennedy a été élu, il va prendre le pouvoir le 20 janvier, comme c'est le cas aux États-Unis. On l'appelle, on lui dit, on vient d'assassiner Lumumba en RDC, le 17 janvier 1961. Et là, on voit une photo où il est complètement attristé, parce que lui était Kennedy anti-impérialiste. Il voulait mener une politique d'émancipation de l'Afrique. Il était comme Trump, quoi. Oui, bon, c'est à voir. Beaucoup mieux que Trump. moins irrationnel. Mais Kennedy apprend ça. C'est-à-dire que c'est... Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, à l'époque? Ça veut dire que vous avez un État dans l'État, ce qu'on appelle maintenant le Deep State, où vous avez entre le passage de président, les services secrets américains qui décident d'assassiner un Premier ministre au Congo. Alors que normalement, c'est les présidents qui décident. C'est le président qui décide. Voilà, s'ils veulent le faire, en tout cas. Et Kennedy était contre. Et il voulait travailler avec Nkrumah et Lumumba pour libérer l'Afrique de ses intérêts-là. Et donc, ce 17 janvier 61, il apprend l'assassinat de Lumumba et se dit, voilà, il y a un problème, il y a un État dans l'État aux États-Unis. Et il se rend compte que même lui, s'il va trop loin, il prend des risques énormes et il est allé trop loin et il a été assassiné. Et après, son frère Bob Kennedy, qui a voulu reprendre le flambeau, a été assassiné. Martin Luther King, leur idéaux dérangent. Martin Luther King, qui pouvait devenir le président des États-Unis à un moment, se fait assassiner. C'est-à-dire qu'il y a une logique de terreur qui a été imposée aux États-Unis, et les États-Unis sont contrôlés par ce lobby militaire, industriel, financier, qui est encore actif aujourd'hui, qui a créé la guerre en Ukraine, qui veut créer une guerre contre la Chine, qui pille l'Afrique aujourd'hui. C'est toujours ce même complexe militaro-industriel qui a ses racines à Wall Street, la bourse américaine, ses racines à Londres, à la City de Londres, tous les milieux financiers, et ce complexe militaro-industriel qui a un seul objectif, entretenir le chaos pour pouvoir faire de l'argent et promouvoir les guerres. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Moyen-Orient a été détruit. Parce qu'il faut bien voir que depuis les attentats de 2001, tout le Moyen-Orient a été détruit. L'Afghanistan a été ratatiné, la Syrie, la Libye, le chaos maintenant au Sahel avec le terrorisme, ce qui n'était pas le cas avant. Et la RDC est un des exemples les plus tragiques, puisqu'on a quand même 10 millions de morts depuis les années 90. 10 millions de morts. Et on parlait de l'égalité homme-femme, où le droit des femmes là-bas est totalement bafoué, parce que le viol est devenu une arme de guerre, et chaque jour, des dizaines de femmes sont violées par les milices. C'est là où on voulait en venir. Et qui est vraiment le résultat de tout ce complexe militaro-industriel et financier qui, justement, utilise le monde et les êtres humains comme de la chair à canon
pour ses intérêts personnels. Et c'est cette oligarchie-là qu'il faut dénoncer si on veut mettre fin à ce qu'on voit aujourd'hui sur le continent africain. Donc, vous voyez, il y a Sébastien Perimoni qui est là, c'est un homme politique d'un parti politique français et qui se bat pour les intérêts de l'Afrique, qui dénonce tout ce qui se passe en Occident par rapport en Afrique. Il se bat, il en parle pour essayer d'ouvrir l'esprit de peuples d'Afrique et de France et de France et de France pour dire que telle ou telle chose n'est pas normale. C'est pas normal, il va falloir ouvrir les yeux. Il y a des choses qui sont normales et il y en a d'autres qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà ce que Sébastien nous dit. On a fait un peu le tour de la question avant notre question de la fin. Nous allons, je sais que les téléspectateurs vont rester sur leur faim parce que Sébastien Perimoni, il n'a pas fini, il n'a pas tout déballé. C'est vraiment une bibliothèque vivante, il n'a pas tout dit encore. Donc, il reviendra sur notre plateau, on vous communiquera les jours, la date, il reviendra pour qu'on finisse ce qu'on a commencé, surtout pour parler de Goma. On n'a pas pu bien parler de Goma, de ce qui arrive là-bas. C'est encore la femme qui récolte les méfaits de cette guerre à Goma. Donc, Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, on a fait le tour de la question, on a vu la question économique et politique, et si vous pouvez nous dire quand même votre avis sur les méfaits de tout ce dont on a parlé sur la vie des femmes. Ben, on en a parlé dans la question précédente avec la situation en RDC où c'est les femmes qui en souffrent le plus parce qu'elles sont devenues des objets sexuels et une arme de guerre. Le viol est devenu une arme de guerre. Donc partout, de toute façon, la femme est la première victime des conflits. Partout, la femme est la première victime, si vous voulez, du manque d'infrastructures. Je parlais des femmes qui doivent accoucher dans le noir ou qui n'ont pas accès à des médicaments quand elles sont enceintes, etc., etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme paye le double prix, si on peut dire, par rapport à tout ça. Mais il faut terminer par une note d'espoir, toujours. Aujourd'hui, on voit un monde qui bascule. Il y a l'élection de Trump. J'ai eu la chance d'être au sommet de Kazan en Russie pour le sommet des BRICS, où on avait quand même les 3/4 de la planète qui étaient réunis, 70% de la population mondiale, qui propose une alternative justement au système hégémonique c'est quand même 500 ans, 500 ans d'esclavagisme, de colonialisme, de néocolonialisme. On est en train de voir aujourd'hui la fin de ce système qui a duré 500 ans. Donc on peut s'en réjouir. Il y a des pays qui se réveillent, il y a la jeunesse qui se réveille, il y a les femmes qui se réveillent aussi. On voit beaucoup de femmes très très actives dans les milieux de la résistance africaine. Ça, c'est beaucoup de femmes aussi que je suis sur Internet qui font des vidéos sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire, je dirais, pré-coloniale. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est ce qui a mis fin à l'histoire de l'Afrique. C'est pas parce que nous, on apprend l'histoire de l'Afrique par l'esclavage. On pense qu'il n'y a que ça. Mais c'est la fin de l'histoire. C'est pas le début. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, d'éducation populaire, de livres qui sortent sur l'histoire de l'Afrique. Et donc, il faut encourager ça, se cultiver et faire découvrir ça aussi aux Européens parce que, comme je dis, les Européens ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, ne connaissent pas l'histoire des résistances, l'histoire des grands combattants, des grandes femmes africaines. Et donc, aujourd'hui, c'est un de ce à quoi je m'attache, de faire découvrir ça aux Français pour avoir un monde meilleur. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre présence sur notre plateau. On est très content, toujours très content d'avoir Sébastien parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre
par lui. Et donc, gardez votre faim. Sébastien va revenir sur notre plateau pour en parler, pour éduquer. On veut, par la communication, éduquer notre monde de maintenant pour fusionner avec l'Occident et pour un partenariat gagnant-gagnant, que l'Afrique soit bénéficiaire et que l'Occident aussi bénéficie, et que les deux peuples soient sur l'égalité. On peut toujours dire l'égalité du genre, mais il y a l'égalité du peuple et l'égalité des nations. C'est ce dont nous battons, surtout avec Sébastien. On vous souhaite vraiment le meilleur. Si votre parti politique gagne un jour, nous savons que ça va être ça va changer. Nobel pour l'Afrique. Merci à vous. Merci Sébastien. Dime lo que quieres.